Conviction. Bienvenue sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine, dans ce nouveau numéro de Conviction. Amis auditeurs, chers amis internautes et téléspectateurs, aujourd'hui nous allons évoquer l'histoire de l'aviation civile congolaise avec une légende vivante, n'ayons pas peur des mots, puisqu'il s'agit du commandant Simon Diasoloa, un des tout premiers certifiés sur DC-10. Pour ceux qui se souviennent de la glorieuse époque d'Air Zaïre, eh bien, le commandant Diasoloa était l'un des pilotes qui avait cette opportunité de vous transporter d'un continent à un autre. Je voudrais, à l'attention de nos auditeurs, de nos amis internautes et de nos téléspectateurs, que nous puissions un peu évoquer votre parcours. Au fond, qu'est-ce qui vous a motivé ? Quel a été le moteur qui vous a permis de franchir, en tout cas, de toutes ces étapes qui ont fait de vous l'un des pilotes les plus connus de l'histoire de notre pays? Merci beaucoup, cher Henri. D'abord, de l'invitation. Et ensuite, je vais essayer, dans la mesure du possible, répondre à la question que vous venez de me poser. Comme dans tout ce que fait l'homme, déjà tout petit, je voulais devenir pilote. C'était bien avant l'indépendance. J'étais à l'école primaire, en 6e primaire. Et j'avais ce don, cette vocation-là. Comment ça m'est arrivé? Nous habitions à 500 mètres de l'aéroport d'Ndolo et j'avais un oncle douanier qui travaillait à l'aéroport d'Ndolo. À l'époque, la sécurité aérienne, même dans les aéroports, n'était pas aussi contraignante qu'aujourd'hui. Ce qui fait que les week-ends, quand je n'allais pas à l'école, j'allais jouer au pilote dans des avions qui étaient réparés dans les hangars techniques de l'aéroport d'Ndolo. Voilà. Alors le déclic s'est fait à quel moment? Parce que bon, une chose est de rêver de devenir pilote, une autre est de s'engager de manière formelle. Quelle a été la porte d'entrée? Écoutez, aussi simple que ça puisse paraître, moi, je crois réellement à la foi. J'ai de la foi. J'ai la foi. Quand j'étais en 6e primaire, on a vu débarquer des inspecteurs qui venaient de la métropole à l'époque et qui nous ont distribué des bouts de papier nous demandant ce que nous souhaitions faire après nos humanités, puisqu'on était à une période de transition. Avant, c'était après l'école primaire, l'école moyenne. Et puis maintenant, ils voulaient faire passer les Congolais vers les humanités, comme ça se faisait en métropole. Donc c'était cette transition-là. Ils nous ont posé la question, ce que nous souhaitions faire après les humanités. Et j'avais dit, j'aimerais être pilote. Je me rappellerai toujours la réaction des inspecteurs. Ils disent, mais enfin, vous savez bien que ce n'est pas un métier pour Congolais. Et j'ai dit, je deviendrai pilote. Et tout le monde s'est mis à rigoler. Voilà. Alors la suite, on la connaît. Alors dites-nous, quand vous êtes devenu pilote, Air Zaïre avait déjà été, Air Congo plutôt, avait déjà été fondé. Donc nous sommes en 1961. À ce moment-là, vous êtes en formation ou bien vous êtes déjà de retour au pays? Non, en 61, j'étais aux humanités. D'accord. Et je crois que j'étais à l'Athénée de Kalina. J'étais aux humanités et j'ai lu dans la presse que la nouvelle compagnie nationale qui venait d'être créée, donc Air Congo, engageait des candidats pilotes. Ils ont donné les conditions, l'âge minimum, quelle formation il fallait avoir. Et j'ai lu un petit passage qui disait, pour ceux qui n'ont pas encore terminé leur cycle d'humanité, nous leur donnons la possibilité de parachever leur formation en Belgique. Mais, bien sûr, la condition, c'était réussir l'examen d'entrée. Et sans rien dire à mes parents, je me suis présenté. Ensuite, j'ai subi visite médicale, les tests psycho, comme ça se passe partout. Et j'ai été retenu. Nous étions au départ, je crois, 300 candidats. Et à la fin, on s'est retrouvé à une trentaine.
et je faisais partie des 30, donc je suis arrivé... Quels étaient les autres, vos autres contemporains du moment parmi les pilotes que nous connaissons? Dans les groupes, à l'époque, à part Ilunga, d'autres qui ont commencé avec nous ont arrêté pendant la formation à l'école de pilotage. Votre entrée à Air Congo, effective en tant que pilote, c'est en quelle année, à quel moment exactement? J'ai terminé, nous avons terminé, Ilunga et moi, fin 65, et nous avons signé les contrats au bureau d'Air Congo, qui venait d'être inauguré d'ailleurs, rue de la Moussasse. Alors de cette période, quel souvenir le plus marquant gardez-vous? Parce que bon, vous avez effectué différents vols, on sait que la compagnie va se transformer ensuite en Air Zaïre, recours à l'authenticité oblige. Quel est le moment clé, selon vous, de cette période que d'aucuns considèrent comme faste de l'aviation civile congolaise? Quand on est arrivé, après, je crois, 2 jours à Kinshasa, nous avons été mutés, Ilunga et moi, à Elisabethville, actuellement Lubumbashi. Et nous avons commencé à voler à bord des avions petits porteurs de la compagnie Air Congo, parce qu'Air Congo, à l'époque, avait les réseaux petits porteurs et les réseaux moyens et long courrier. Nous étions jeunes pilotes avec un total peut-être de 350 heures de vol chacun. Donc la réglementation nous permettait de voler les avions de 7500 kilos comme commandant de bord, mais au-delà de 7500 kilos, on pouvait voler que comme copilote. Donc c'était les pilotes belges à l'époque qui assumaient... Il n'y avait que de Belges, nous étions les 2 seuls pilotes congolais. Et donc à Elisabethville, on nous a mis en présence de 2 types d'avions. Le Beech B-55 qu'on appelait Baron et le Beech D-18. Donc nous avons volé les 2 types d'avions pendant 2 ans. Le Baron, c'était un avion à 6-7 places. Et le Beech 18, c'est un mini DC-3, à peu près une quinzaine de places. On l'utilisait soit en passager, soit en cargo. D'accord. Alors, quand est-ce que les pilotes zaïrois ou congolo-zaïrois prennent effectivement les rênes de la compagnie, c'est-à-dire prennent place à bord des avions en tant que commandant de bord, et les premières acquisitions vont très vite arriver. On pense notamment aux emblématiques DC-10. Écoutez, au départ, comme je vous l'ai dit, Ilunga et moi, on a débuté comme commandant petit porteur sur les D-18 et le B-55 pendant 2 ans. Ensuite, on est revenu en Europe pour parachever nos études en passant la licence théorique pilote de ligne. Alors, nous sommes à la fin des années 60, début des années 70. 2 questions très précises, mon commandant. La première, nous savons en tout cas que vous êtes l'un des pilotes qui est allé réceptionner le DC-10 aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si les deux. Bon, il y avait Mongaliema et Mongafula. Ça, c'est la première chose. Donc, vous allez nous en parler un peu ici. Et puis, surtout, c'est vous qui avez emmené Mohamed Ali à Kinshasa, à bord du DC-10, avec votre frère et ami, malheureusement, qui nous a quittés, le commandant Lusamba. Oui, effectivement, avant d'arriver au DC-10, le chemin a été long, puisqu'après les petits porteurs, après mes examens, enfin nos examens, Ilunga et moi, de pilote de ligne, nous sommes rentrés au pays, nous avons volé sur DC-4 comme copilote. Et après les DC-4, la compagnie venait de commander les Fokker. Nous avons été envoyés en Hollande. Les Fokker F-27. F-27. Nous avons été envoyés en Hollande avec nos collègues européens. Nous avons fait la formation là-bas. On est rentré avec les avions qui étaient tout neufs. Donc, les avions étaient programmés de telle sorte qu'avec la formation qui se terminait, on ramenait les avions au pays. Et après les Fokker, on est passé sur Caravelle. On a volé l'avion Caravelle. Avion français, il faut le rappeler. Français, bien sûr.
qui était une machine extraordinaire. J'ai beaucoup aimé la Caravelle. Et après la Caravelle, j'avais le choix. Ilunga et moi, nous avions le choix. Parce que la compagnie venait de commander un 747 qui était en location, qui venait de la Paname. Absolument. Et les DC-10 qui était un bien propre à la compagnie. Nous avions le choix d'aller soit vers le 747 ou le DC-10. Ilunga et moi, nous avons opté pour le DC-10 pour la simple raison que c'était l'avion de la compagnie, alors que nous ne voulions pas nous taper deux cours, d'abord le 747 et ensuite revenir sur les DC. Nous, on est resté sur les DC-10. Donc on a fait la formation DC-10 en 73 avec Ilunga et nos collègues expatriés. Et ça s'est passé à Long Beach, la partie théorique, la partie simulateur. Je dois rappeler à l'attention de nos amis auditeurs qui nous suivent, téléspectateurs également, puisque Radio Mboté aussi fait l'effort d'aller vers les téléspectateurs. Je rappelle ici que vous êtes sur le point de publier, c'est dans quelques mois bientôt, vos souvenirs, Entre ciel et terre, les confidences d'un pilote de ligne congolais, où vous évoquez un certain nombre d'anecdotes, notamment ce voyage avec Mohamed Ali. En deux mots, comment ça s'est passé? Ça s'est passé simplement. Au départ de Bruxelles vers Kinshasa, nous effectuons un vol régulier. On passait par Paris. Et j'étais avec mon ami Feu Edouard qui vient de nous quitter. Commandant Lusamba. Oui, commandant Lusamba, il y a un mois presque. Et à l'arrivée à Paris, le représentant est monté à bord en nous disant, écoutez, vous avez une célébrité que vous allez prendre vers Kinshasa. Venez, on va vous le présenter. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à voir Mohamed Ali. Je m'attendais à tout sauf à voir Mohamed Ali. On est arrivé, il était 50 mètres de l'avion, il y avait une salle qu'ils avaient préparée, entourée de journalistes de toutes les nationalités. Et on a été présenté. Et je me rappellerai toujours sa phrase, il a dit « I am proud, I am double proud to fly with black pilot ». Donc il dit, je suis doublement fier de voler avec des pilotes noirs. Et puis, il commence une litanie politico-machin. Son créneau préféré. Alors je me suis dit, surtout qu'il nous était interdit dans l'exercice de notre métier de discuter de deux choses, politique et religion. Parce que dans un avion, vous prenez les gens de toutes les religions, ce n'est pas votre problème. Tout ce qu'ils vous demandent, c'est qu'ils partent d'un point A vers un point B en leur garantissant la sécurité de vol. Et pareil, du point de vue politique, que tu sois communiste, que tu sois capitaliste, que tu sois socialiste, ce n'est pas les problèmes du pilote. Alors, mon commandant, je voudrais ici qu'on puisse évoquer cette période Air Zahir et ce qui a précipité d'une certaine manière la disparition de cette compagnie. Parce qu'aujourd'hui, même quand on évoque le souvenir de cette compagnie, il faut bien le rappeler, qui était une des meilleures d'Afrique, on est interpellé par les raisons de sa disparition. C'est une manière aussi pour nous de nous projeter dans l'avenir. Alors, en votre qualité de commandant de bord, vous avez eu aussi la responsabilité de diriger les opérations. Que pouvez-vous dire à nos amis internautes, à nos téléspectateurs, à nos auditeurs sur la fin d'Air Zahir? Est-ce que c'était évitable? Je dirais que, en ce qui me concerne, les grands responsables de la faillite de l'état actuel de la Société nationale d'aviation, donc l'AC actuellement, hier Air Zahir ou Air Congo, c'est l'État. Pourquoi j'ai dit l'État? Citez-moi une seule société d'État ou une seule société gérée par le portefeuille qui se porte bien ou qui soit en bonne santé. Où se trouve la CMZ? Société d'État. La compagnie maritime zaïroise devenue la compagnie maritime du Congo, CMDC. Oui, mais ce n'est qu'un nom. Ils n'ont aucun bateau.
C'est comme lac. Ils n'ont aucun avion, ils n'ont rien. Mais où sont passés les bateaux, les avions? Expliquez-nous. Ils ont été vendus. Pourquoi? Ça, faut pas me demander. Moi, vous avez une petite idée, mon commandant. Ben, j'en parle un peu dans mon livre. Je ne veux pas en parler maintenant parce que il faut quand même que les gens s'intéressent au livre et qu'ils l'achètent. On ne va pas briser le suspense. Voilà. Voilà. Et pour moi, les grands responsables, c'est l'État. Et puis, il y a eu tellement de gestions qui laissent à désirer. Je prends l'exemple de la gestion Paname. Dès que Sabena a quitté la gestion d'Air Congo à l'époque, je crois que c'était en 1966, Paname a débarqué. Paname est arrivé, je crois, de 71 à 77. En 6 ans de gestion Paname, on a eu droit à 7 PDG américains. Comment voulez-vous qu'un individu qui est bombardé PDG d'une compagnie aérienne de plusieurs milliers d'agents puisse redresser cette compagnie? Est-ce que vous diriez que durant cette période, Air Zaïre n'a pas profité de cette gestion, en dépit du fait d'ailleurs que nous avions à l'époque des droits de trafic sur les États-Unis? Mais non, Paname a commencé à liquider les patrimoines de la compagnie. À l'insu de la partie zaïroise? Ils ont décidé la liquidation de certains avions. Les Caravelles ont été vendus. Et beaucoup d'autres. Ils ont vendu les Caravelles. Ils ont remplacé les Caravelles par des 737. Ils ont liquidé les DC-4. On avait un patrimoine. À un moment donné, on a eu 50 avions. 50. Tout a été. Une grande partie a été liquidée par Paname. Qu'a fait l'autorité politique contre Paname? Rien. Rien. Et pourquoi? Est-ce qu'il y avait un rapport de force qui était favorable aux Américains? Je n'en sais rien, enfin. D'accord. Alors, aujourd'hui, le ciel congolais, selon certains observateurs, pose problème dans le sens où nos infrastructures aéroportuaires ne sont pas aux normes internationales. Nous avons eu nos lots de catastrophes. Vous avez vous-même mené l'enquête du la fameuse catastrophe de type K en votre qualité de responsable du bureau enquête accident. Aujourd'hui, si vous aviez un conseil avisé à donner aux autorités congolaises pour assainir le ciel congolais, quel serait-il? Le conseil serait d'abord commencer par assainir les mentalités. Nous, les Congolais, nous brillons par le non-respect de nos lois. Nous avons pondu un code de l'air, mais appliquons ce code de l'air à la lettre. Si tout le monde l'applique, tout va rentrer dans l'ordre. C'est comme ça que ça tourne partout ailleurs. Nous sommes en Belgique, ça tourne comme ça aux États-Unis, ça tourne comme ça en Union soviétique, en Russie, en Chine, c'est comme ça que ça tourne. Et pourtant, les avions continuent à voler, hein, en dépit du fait que ce code fait défaut. Le problème du Congo est que n'importe qui est bombardé ministre se croit investi d'une mission divine. Il sait tout, il fait ce qu'il veut, et il s'en fout de ceux qui peuvent le guider dans la réalisation de ses objectifs. Nous n'avons rien inventé. On ne nous demande pas de fabriquer un avion, on nous demande d'appliquer. Mais très concrètement, nous savons qu'une nouvelle compagnie va voir bientôt le jour, hein, je crois que c'est Congo Airways. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée aujourd'hui, alors que des problèmes restent pendants? J'ai toujours été, moi, pour la dissolution des lacs Air Zaïre, appelez ça comme vous voulez, parce que c'est comme un malade atteint d'un cancer au dernier stade. Et le passif de la compagnie est tel qu'on ne peut rien faire pour cette compagnie. Il faut liquider cette compagnie. Maintenant, il faut recréer une compagnie nouvelle qui n'a rien à voir avec la défunte compagnie. Mais la création de la nouvelle compagnie impose certaines règles, certaines discussions. Avec qui on va créer cette compagnie? Quelle sera la part du Congo? Quelle sera la part des privés congolais? Quelle sera la part de l'État congolais? En votre qualité, cette compagnie travailler d'une façon indépendante, sans l'interventionnisme de l'État. Alors vous avez été consulté même par l'aviation civile belge en votre qualité de consultant aéronautique et d'expert accident.
et ce sera le mot de la fin, je vous le laisse, mon commandant. Vous venez d'évoquer un certain nombre de pistes qui peuvent être envisagées, mais cela ne résout pas le problème. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un climat de suspicion à l'égard des avions qui volent dans le ciel congolais, c'est un premier élément. Et deuxièmement, vous l'avez évoqué, lorsque le pouvoir politique se mêle de la gestion d'une compagnie aérienne comme celle-là, cela n'augure pas toujours de bonnes choses. Alors, pour que les passagers puissent être en sécurité, pour que le ciel congolais soit enfin sûr, quelle serait selon vous l'étape la plus importante à franchir? Ce sera le mot de la fin. L'étape la plus importante, c'est d'abord donner à l'autorité de l'aviation civile son autonomie véritable, avec un budget. Cette entité fonctionne sans budget. À titre d'exemple, l'Afrique du Sud, qui a moins d'habitants que le Congo, a un budget de presque 160 millions de dollars pour son autorité de l'aviation civile. Et notre pays n'a rien, pas un franc. Donc l'actuel patron de l'aéronautique ne sait pas quoi faire. Alors, cet homme a une signature qui vaut des millions. Vous ne lui donnez rien et vous êtes étonné que ceux qui l'entourent, qui ont des femmes, qui ont des enfants, puissent être honnêtes, puissent être droits, non. Mais à quoi servent les 140 millions qui sont générés chaque année, 140 millions de dollars qui sont générés par les fameux GOPAS? Est-ce que cela pourrait éventuellement être affecté en partie au fonctionnement de cette structure et surtout améliorer les infrastructures aéroportuaires en RDC? Au départ, cet argent devait servir de garantie pour des crédits futurs pour l'amélioration des infrastructures aéroportuaires et tout ce qui touche les contrôles aériens. Le Congo n'est pas le premier à l'avoir appliqué, mais c'est une taxe qui est limitée dans le temps. Au Sénégal, quand ils l'ont imposée, c'était, je crois, 3 à 4 ans. Dans beaucoup d'autres pays, le Canada, partout ça a existé, mais pas d'une façon indéfinie. Et nous ne comprenons pas où va cet argent. Un jour, j'ai posé la question, j'ai été interviewé par Congo Indépendant, où j'ai sensibilisé les autorités congolaises en disant, posez un peu la question à la RVA, de savoir qu'est-ce devient cet argent, où va cet argent, parce que nous ne comprenons pas. Mais j'ai été insulté. Par qui? Par un blanc qui n'est ni ministre. Il était juste patron d'une compagnie privée au Congo, mais qui avait le bras long au niveau de la politique de mon pays. Là, ça ne va pas. On l'aura compris, mon commandant, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. C'est pour nous, en tout cas, le lieu de vous remercier d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Mboté. Vous avez, au cours de cette émission Conviction, eu la possibilité, eh bien, de parcourir l'histoire de l'aviation civile congolaise de ces dernières années. C'est ici donc pour moi le lieu de vous remercier pour la confiance que vous ne cessez de nous témoigner à travers notre émission Conviction. Eh bien, quant à moi, je vous retrouve à la fois prochaine et toujours sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine.